Quand on pense à maladie, on pense souvent à rhume, grippe, otite, des choses sans conséquences qui arrivent annuellement, sans vrai problème sur la santé. Cependant, vous devez savoir qu'il existe des maladies beaucoup plus sérieuses et complexes à diagnostiquer. Aujourd'hui, dans le cadre de mon projet personnel, j'ai décidé de pousser l'exercice encore plus loin et de vous parler d'un des aspects les plus méconnus du monde médical, les maladies orphelines. Alors, pour comprendre qu'est-ce qu'une maladie orpheline, il est déjà important de comprendre qu'est-ce qu'une maladie rare. Alors, une maladie est considérée comme rare lorsqu'elle va toucher moins d'une personne sur 2000, selon la définition européenne. Cependant, aux États-Unis, la définition change. Une maladie est considérée comme rare lorsqu'elle va toucher moins de 200 000 Américains à travers le pays. Il existe un très grand nombre de maladies rares à travers le monde, environ 7 000. Cependant, bon nombre d'entre elles possèdent plusieurs points en commun. Il y a d'abord le fait qu'un grand nombre de maladies rares soient d'origine génétique, qu'elles touchent majoritairement les enfants, et pour finir, le fait qu'elles sont dites progressives, c'est-à-dire qu'elles empirent avec le temps. Il est important aussi de savoir que le signe des maladies rares est le zèbre. L'origine de cette appellation vient du Dr Theodore Woodward qui, dans la fin des années 1940, voulait faire une analogie à ses élèves en comparant les maladies communes à des chevaux et les maladies rares à des zèbres. Si un médecin avait un malade devant lui, il devait d'abord prioriser les chevaux, donc les maladies plus communes, car leur chance d'être présente était beaucoup plus grande que les zèbres, les maladies rares. L'affirmation, bien qu'importante dans le monde du diagnostic médical, soulève la majeure conséquence qu'engendre le fait d'avoir une maladie rare, l'énorme lenteur au niveau des diagnostics. En effet, selon un sondage mené par le Regroupement québécois des maladies orphelines ayant reçu 259 réponses, 37% des répondants auraient affirmé que leur diagnostic a été reçu après 3 ans ou plus d'attente. Dans le cas de 18% des répondants, cela aurait pris 10 ans ou plus d'attente. Dans le cas d'Amy, une personne ayant une maladie rare et qui a gentiment accepté de répondre à mes questions, elle aurait reçu son vrai diagnostic à l'âge de 8 ans et son premier faux diagnostic à l'âge de 5 ans. Mais pourquoi, sur un projet dédié aux maladies orphelines, j'ai décidé de faire une section complète sur les maladies rares? Eh bien, car contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, maladies rares et orphelines ne sont pas exactement les mêmes choses. J'ai bien dit exactement car les deux définitions sont étroitement liées. On dit d'une maladie qu'elle est orpheline si elle ne possède pas de traitement pour cette dernière et si les chercheurs et les industries pharmaceutiques ne s'investissent pas en temps afin de trouver un remède pour ces maladies-là. Cependant, il faut comprendre qu'il existe des maladies moins orphelines que d'autres. Par exemple, la fibrose kystique, une maladie s'attaquant aux poumons, est rare car elle touche une personne sur 3600 et, malgré encore son statut de maladie orpheline, beaucoup plus sous l'attention des chercheurs et des entreprises pharmaceutiques à travers le monde que d'autres maladies qui sont beaucoup plus oubliées. Au contraire, il existe des maladies assez communes comme l'intolérance au gluten, qui n'est pas rare car elle touche une personne sur 133, qui a un statut de maladie orpheline car aucun traitement efficace contre la maladie existe. Il est cependant juste d'affirmer que la majorité des maladies orphelines sont des maladies rares. Quoi me direz-vous? Eh bien, en raison d'une question financière. Étant donné que le processus de recherche est très cher, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants et surtout que la clientèle est très faible, on n'appelle pas ça des maladies rares pour rien, eh bien, les industries pharmaceutiques décident de ne pas s'intéresser à ce genre de maladies-là, étant donné que la rentabilité de leurs produits est loin d'être assurée. Conséquence de tout ça, les médicaments orphelins qui sortent sur le marché, ceux qui sont dédiés aux maladies orphelines, ont des prix exorbitants. Par exemple, au Canada, entre 2016 et 2017, 31 des 37 médicaments non oncologiques, qui ne sont pas donc dédiés au cancer, et dont la majorité étaient des médicaments orphelins, car ils représentent de plus en plus une grosse part dans le marché, coûtaient plus de 10 000 $ par année. Pour ce qui est des MOMR, des médicaments orphelins ayant un coût de traitement annuel supérieur à 100 000 $, eh bien, ils sont en pleine hausse, comme on peut le voir sur ce graphique. On voit aussi que ceux ayant un coût annuel de traitement supérieur à 1 million grimpent en flèche. On peut bien comprendre que le gouvernement canadien, malgré la gratuité du système de santé, ne peut se permettre de rembourser le prix des médicaments de tout le monde. Il est bien facile de comprendre que l'accès aux médicaments orphelins est bien plus difficile aux États-Unis ou tout autre pays ayant une privatisation complète de son système de santé. Mais je reviendrai sur l'aspect financier plus tard. Tout ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est que l'accès au traitement lorsqu'on a une maladie orpheline est bien plus ardu que la normale. Cependant, ce n'est pas du tout le seul défi que les gens qui ont une maladie orpheline vont traverser au cours de leur vie. Dans cette partie, j'aimerais vous introduire à Amy, une personne dont je vous ai parlé précédemment et qui est atteinte du syndrome de Strumpel-Lorrain, une maladie génétique rare et progressive, c'est-à-dire qu'elle empire avec le temps. Cette maladie attaque le système nerveux et va causer une grosse raideur au niveau des jambes, ce qui va faire en sorte qu'il va être très difficile de se déplacer.
J'aimerais aussi vous parler de Loïc, un jeune garçon de 17 ans à qui j'ai fait un entretien vidéo et qui possède une maladie très rare, la maladie de Morquio, qui touche au Canada une personne sur 200 000. Cette maladie-là est aussi génétique et héréditaire. Loïc en est atteint sévèrement. De Morquio. Hmm? C'est donc génétique, donc je l'ai depuis ma naissance, et il est dégénérescent. Donc, plus je grandis, plus ça empire. OK. Et les symptômes peuvent aller à la malformation osseuse, une petite taille, des problèmes de vue, touillis, aussi des problèmes cardiaques, respiratoires. Étant donné que la majorité des maladies orphelines sont rares et que la majorité des maladies rares sont graves, il n'est pas surprenant de voir que vivre avec une maladie orpheline représente un gros défi au niveau de la santé. Loïc, lui, habite au Montreal Children's Hospital depuis 2012. Il se rend bientôt en CHSLD. Il a perdu l'usage de ses jambes en raison de sa maladie et doit maintenant respirer avec un respirateur artificiel, d'où sa voix. Il m'a aussi souligné que les batteries de ce respirateur-là coûtaient très cher. Très cher, mais elles ne sont pas totalement remboursées par le système. Est-ce que c'est des batteries qui se déchargent assez vite? C'est 1 heure et demie par batterie. Eh boy, ça revient cher. Oui, c'est ça. Je pense que le prix, c'est 4 000 $. Oh my God. Par batterie. Par batterie? Oui. Eh boy, puis c'est... Et oui, vivre avec une maladie orpheline, ça comporte un énorme défi financier. Entre le coût des traitements expérimentaux qui ne sont pas toujours remboursés, le coût du matériel médical, comme le respirateur de Loïc, qui ne sont pas toujours remboursés, le coût du parking et de l'essence lié aux nombreux rendez-vous. C'est un facteur qui peut sembler anodin, mais avoir une maladie rare, ça fait en sorte que tu vois énormément de spécialités médicales. Par exemple, à un moment, Loïc voyait 10 spécialités différentes. Eh bien, vivre avec une maladie rare, ça comporte un énorme défi au niveau de l'argent. Un autre très grand défi représente le dévouement parental nécessaire. Un enfant vivant avec une maladie orpheline n'a habituellement pas toute son autonomie, ce qui fait en sorte que les parents doivent être très présents pour leurs enfants. Par exemple, en octobre 2011, la mère de Loïc a dû quitter son emploi car ce dernier avait trop souvent des pneumonies. La mère d'Amy, elle, doit quitter son emploi pour aller au rendez-vous de sa fille, de nombreux rendez-vous. Jusqu'ici, je vous ai parlé de qu'est-ce qu'une maladie orpheline et à quels défis les gens qui en sont atteints font face. Cependant, vous devez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que font les pays pour aider ces gens-là? Prenons par exemple le cas des États-Unis. Depuis 1983, une loi a été promulguée qui se nomme le Orphan Drug Act. Cette loi voulait encourager les chercheurs et les entreprises pharmaceutiques à s'intéresser de plus en plus aux maladies orphelines. Des avantages financiers sont accordés aux chercheurs et aux entreprises pharmaceutiques qui se dédient au développement de médicaments pour les maladies orphelines et ils offrent 7 ans d'exclusivité de commercialisation d'un médicament sur le marché. Selon la conclusion d'un médecin à Harvard, la loi aurait fait son effet. En effet, en 1983, un seul médicament avait une désignation comme orphelin. On est passé à 40 en 1984 et 121 en 2007. L'Union européenne en 2000, l'Australie en 1997 et le Japon en 1993. Tous sont des pays et une union à avoir appliqué des lois semblables aux États-Unis sur le même principe, accorder des avantages financiers aux entreprises pharmaceutiques qui se dédient à la recherche pour les maladies orphelines. Cependant, il y a une controverse autour du Orphan Drug Act de 83. En effet, beaucoup pensent que les entreprises pharmaceutiques utilisent cette loi à leur avantage afin de maximiser leurs profits. En 2017, une enquête du Kaiser Health News aurait montré que certaines industries pharmaceutiques pour certains médicaments dédiés à une certaine maladie commenceraient à les qualifier d'orphelins afin de toucher les avantages financiers. Car en effet, un médicament orphelin n'est souvent pas pour une seule maladie en raison de sa trop grande spécificité, mais pour plusieurs cas à la fois. La situation du Canada dans tout ça? Eh bien, il semble bien que nous sommes un peu en retard par rapport aux autres pays industrialisés. En effet, nous n'avons aucun plan à l'échelle nationale pour aider les gens atteints de maladies orphelines, contrairement aux États-Unis, qui depuis le Rare Diseases Act de 2002 ont permis d'ouvrir un Office of Rare Diseases, une entité gouvernementale qui permet de structurer à l'échelle fédérale les recherches et les soins accordés aux personnes atteintes de maladies orphelines. Pour tout dire, selon Medunic Canada, une organisation qui veut aider les gens atteints de maladies rares, seulement 60% des médicaments traverseraient la frontière canadienne. De plus, cela pourrait prendre environ 6 ans de plus qu'aux États-Unis et en Europe. Pour finir, le Canada serait encore un des derniers pays industrialisés où il n'y aurait pas encore de définition sur qu'est-ce qu'une maladie rare. La situation du Québec dans tout ça?
Eh bien, assez semblable à celle du Canada. Il n'y a pas de plan à l'échelle provinciale pour aider les gens atteints de maladies orphelines. Étant donné le prix exorbitant des médicaments, malgré le fait que le Québec est considéré comme un endroit où le système de santé est gratuit, eh bien, tous ne peuvent pas profiter de l'assurance qui permettrait de couvrir l'effet de médicaments. Donc, on se retrouve avec un phénomène de loterie de la vie où certaines personnes peuvent avoir accès aux médicaments et d'autres non, car trop chers. Des médicaments qui, évidemment, sont assez nécessaires pour la survie de ces gens-là. L'accès aux soins aussi au Québec semble assez difficile lorsqu'on a une maladie rare. Voici le témoignage d'Annie Danielle Grenier dans la presse, une femme qui n'a pas une, mais 3 maladies rares. Nous, on n'a aucune ressource. J'ai une douzaine de spécialistes qui s'occupent chacun de leur chose. Je suis chanceuse qu'il y en ait qui se connaissent entre eux. Voici ce qu'ajoute le docteur Jacques Michaud, qui est généticien. Il y a vraiment un enjeu d'accès aux soins. Quand vous habitez loin de Montréal, l'accès aux soins est difficile. L'autre grand défi, c'est les traitements qui deviennent de plus en plus chers. Je trouve que cela représente très bien la situation au Québec. Comme vous avez remarqué, à travers mon projet, j'ai adopté un ton assez négatif. Effectivement, vivre avec une maladie orpheline en 2021, comme vous l'avez remarqué, ça représente un énorme défi. Cependant, il ne faut pas perdre espoir. Et oui, le Québec semble se diriger vers la bonne voie. Le 11 janvier 2020, l'ancienne ministre de la Santé Danielle McCann a déclaré qu'un plan était en cours de route. Lors de la Journée mondiale pour les maladies rares de 2020, le 29 février, on a annoncé quelques changements. Rien de révolutionnaire, mais c'est déjà un début. En juillet 2020, un rapport du Groupe québécois sur les maladies rares a été rédigé afin de faire des recommandations sur l'organisation des soins attribués aux gens touchés par les maladies orphelines. Pour finir, en 2018, l'Université du Québec à Montréal a ouvert le premier centre de recherche au Canada entièrement dédié aux maladies orphelines. Ce centre de recherche compte une quarantaine de chercheurs. Si je me penche sur le cas d'Amy et Loïc, eh bien, ils semblent avoir une plutôt bonne expérience, si je puis dire, avec leur maladie. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu de moquerie de la part d'autres personnes. Amy, qui va à l'école, elle, semble avoir pas mal d'aide dans son établissement. Elle m'a dit « Oui, je trouve qu'ils m'aident. Ils ont un élévateur, les profs font des exceptions comme en éducation physique où je ne peux pas tout faire. J'ai un bureau différent et un pouf pendant le dîner pour me reposer. Ils sont toujours disponibles pour les déplacements et même dans la vie quotidienne, comme les ajustements dans la salle de bain par exemple. J'ai aussi un autobus adapté. » Loïc, lui, malgré le fait qu'il habite à l'hôpital, continue à avoir une scolarité pour avoir son diplôme d'études secondaires. Faut pas voir du négatif partout, on est sur la bonne voie. Je pense que si les gouvernements y mettaient plus d'efforts et qu'on réalisait une quelconque action pour faire baisser le prix des médicaments orphelins, je pense qu'on ferait déjà une grosse différence. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce qu'au fil des discussions avec ma famille et mes amis, je me suis rendu compte que presque personne ne savait qu'est-ce que c'était une maladie orpheline ou presque personne ne savait c'était quoi la définition d'une maladie rare. Et je trouve que c'est un sujet qui est important parce que notamment le fait qu'il touche beaucoup plus de gens qu'on le pense. Selon différentes études que j'ai lues, une maladie rare, ça touchera environ une personne sur 20, ce qui est énorme. Pour finir, j'aimerais vous présenter une section de l'entretien vidéo que j'ai eu avec Loïc dans laquelle il parle de comment réagir lorsqu'on voit quelqu'un qui est atteint d'une maladie handicapante. Peut se dire, ok, c'est une personne en handicap, mais je pense que je vois la meilleure façon de voir la chose, c'est de se dire, ok, cette personne est en handicap, mais elle est également lui-même.